room, son. Hello, son. You look all excited. I am, Mom. I really am. But that's not why I'm excited. Oh? What is the reason then? Well, Vouloir à tout prix un disque, ça a un côté porno. J'aurais honte de prendre leur pognon, si j'étais pas... moi aussi, un peu comme mes clients. The best sound for the best audience. Face B, la face B. Yeah. Hello à tous et toutes les face Bistes de Radio Laser. Bienvenue en ce lundi soir de retour. Premier lundi, le retour du printemps. Il est là, il est revenu. Bienvenue aux bourgeons naissants, aux feuilles vertes. La nature fait son retour. D'où cette voix de rhume des foins, qui n'est pas un rhume des foins, mais un rhume lié au courant d'air des métros parisiens. Mais on est bien en Bretagne et on est bien en Ille-et-Vilaine sur Radio Laser, ou alors si vous nous écoutez de l'autre bout de la France, sur le site de Radio Laser en podcast. Écoutez, on va commencer très vite cette émission qui est consacrée aux musiques instrumentales. Et oui, c'est la deuxième partie. Mon collègue et acolyte Julien vous a présenté une super première partie avec du Ligeti par exemple, avec des choses un petit peu barrées, du François de Roubaix. On va continuer avec les instrus uniquement. Et je vais pas traîner à vous présenter ce premier morceau que je vais vous passer, qui est un morceau de Hiroshi Yoshimura. Donc Hiroshi Yoshimura, je vais vous en parler un petit peu plus. C'est un morceau qui s'appelle Green. Alors attention, là on est plutôt en mode tisane, méditation et relaxation. Green, on a un petit retour à la nature, hein, c'est le retour du printemps, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on va parler un petit peu plus après le morceau de cet artiste japonais. Attention, hein, pas de développement personnel avec moi, surtout pas, juste on peut prendre sa tisane pour le coup, se relaxer un petit peu. On va commencer doucement dans cette émission. Il va pas y avoir que de la musique ambiante comme ça, mais on ouvre le bal pour cette deuxième partie de Phase B consacrée aux instrumentaux et à la musique instrumentale. C'est parti avec Hiroshi Yoshimura et la chanson Green. Vous êtes bien sur Radio Laser, on s'installe tranquillement et on commence tranquillement.
Et on est de retour, on atterrit tranquillement, il n'y a pas d'oiseau qui chante, mais ça pourrait, puisque vous venez d'écouter ce sublime morceau d'Hiroshi Yoshimura qui s'intitule très sobrement Green, qui est un morceau qui est de 1986, qui est un petit peu la période dans laquelle Yoshimura va produire ses deux albums les plus notoires, on va dire, en 1986 Green et en 1986 également Surround, qui est plutôt justement un son autour de l'eau. Et donc celui-là était plutôt autour de la nature et des arbres, mais on va parler d'abord un petit peu de Green, qui est donc son troisième album. Avant, en fait, il avait principalement fait de l'illustration sonore pour des commandes. Voilà, il avait fait de l'illustration sonore. Voilà. Là, vraiment, c'est lui qui se dit, je vais faire un disque et je vais l'autoproduire, puisqu'il fait dans son studio privé avec un Yamaha, un synthétiseur DX7 et un séquenceur Roland. C'est des choses qui sont devenues un peu mythiques aujourd'hui, surtout avec le retour d'un son 80s un peu électro. Et oui, puisque c'est quelqu'un de très novateur, ce Yoshimura. Il est un petit peu considéré comme le pape de l'ambiance, de la musique ambiante japonaise. Et quand il faisait de l'illustration sonore, c'était quand même quelqu'un qui allait dans la nature et qui allait prendre des sons de la nature pour les remettre dans ses disques. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup expérimenté. Et ce sublime album, donc Green, et c'est bien sûr un album très, comme vous venez de l'entendre, très paisible. Et il est un petit peu en fait conçu pour s'opposer à l'agitation, l'extrême agitation dans l'urbanité de Tokyo des années 80, qui est vraiment une ville qui est en pleine croissance économique. Donc il y a un journaliste de Libération qui s'appelle Olivier Lam qui a dit donc de ce disque la philosophie d'une musique discrète et prophylactique, idéale pour aider l'âme à se guérir des désagréments de la vie dans la supernova capitaliste qui a fait florès dans une société japonaise plus prospère. Donc voilà, l'idée c'est que Yoshimura il nous propose une musique qui est complètement à l'opposé de ce qui se passe dans la ville de Tokyo. Là, il a vraiment envie de ramener les gens à quelque chose de plus naturel, de plus organique avec ces disques. Et il se trouve que ces deux disques-là dont je vous ai parlé, alors Surround, que c'est plutôt autour de l'eau, de l'univers de l'eau, qui a d'ailleurs à mon avis largement inspiré Eric Serra pour la musique du Grand Bleu. Voilà, ceci étant dit, ces deux albums ont été, comme d'autres albums de l'œuvre de Yoshimura, et réédités sur le super label Light in the Attic, qui ont un petit peu remis au goût du jour l'œuvre de ce musicien très important,
qu'est Hiroshi Yoshimura. On est toujours sur Radio Laser, on est toujours sur Phase B. Et on va changer de genre musical. On a commencé tout doucement pour rappeler que ça y est, c'est le printemps. Malgré ce ciel gris qui est de retour. Zut alors. Et on va s'écouter un deuxième morceau pour cette Phase B qui ne parlera que de musique instrumentale. Ce deuxième morceau, je me suis dit, mais comment faire une Phase B sans parler de David Axelrod? Sauf que j'ai déjà mis une fois un morceau de David Axelrod dans une Phase B ancienne. Donc j'ai un petit peu détourné la chose et je me suis dit, bon, David Axelrod, il avait des soldats. Et oui, puisque David Axelrod, il a notamment été un arrangeur, un composeur. Bon, alors je le rappelle, David Axelrod a été samplé par Dr. Dre. Et donc il a fait une chanson qui est très connue, qui a été samplée par Dr. Dre qui en a fait un tube. Vous irez regarder de vous-même sur les internets. Et Dr. Dre l'a d'ailleurs utilisé sans tellement changer grand-chose. Donc David Axelrod, c'est un grand arrangeur qui a produit notamment le crooner Lou Rawls dans les années 50 et 60. Mais c'est aussi quelqu'un qui a fait partie de la scène rock. Et il a trouvé des petits soldats dans le nom des Electric Prunes. Les Electric Prunes qui figuraient sur le label psychédélique, sur la compilation psychédélique Nuggets, pardon. Donc ce qu'on va faire, c'est avant de vous en parler un petit peu plus dans le détail, on va partir aux États-Unis, s'écouter The Electric Prunes pour le morceau General Confusion. Attention, c'est Phase B, c'est Radio Laser, on change un petit peu d'univers et vous allez voir, c'est un petit peu mystique. Je vais vous en parler juste après.
Et oui, comme vous venez d'entendre, j'ai un tout petit peu triché puisqu'il y a juste un moment où on entend ces voix là pendant quelques secondes. Désolé, je n'ai pas tout à fait respecté les règles, mais bon, quand même, le reste de la chanson est instrumental. Alors oui, vous avez entendu ce morceau très étrange qui vous a peut-être semblé ressembler à une messe. Eh bien, figurez-vous, c'est un petit peu le cas, puisque David Axelrod était très dans le mysticisme et il composait en effet des messes comme ça, voilà. Alors il était d'origine juive et donc ce morceau, General Confession, qui est tiré en fait d'un album de 1968 où en effet eh bien, il fait référence à des thèmes de liturgie juive. Donc, mais aussi chrétienne, voilà, avec notamment le morceau Call Nindre. Donc les Electric Prunes dans tout ça, les Electric Prunes, qu'est-ce qu'ils ont à faire là-dedans là, ces messieurs qui viennent de San Fernando dans la région de Los Angeles et qui appartiennent à un groupe qui est formé en 1965 et qui appartient à la scène psychédélique, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils se sont fait découvrir avec le titre I Had Too Much to Dream Last Night sur la compile Nuggets, qui est un des morceaux phares de la compile Nuggets, cette grande compilation qui, on va dire, nous présente toute la scène garage, rock et psychédélique californienne notamment. Eh bien, et pourquoi ils se sont retrouvés ? Il y avait quand même une voilà, vous avez vu, David Axelrod, il était très attiré par la musique mystique, messianique, voilà, et du coup le psychédélisme, puisqu'il devait prendre quelques petites substances, très probablement. Donc il a trouvé The Electric Prunes des collègues. Et pour la petite histoire, il a fait un autre album, ce David Axelrod, avec les Electric Prunes, qui s'appelle Mass in F minor, qui est une adaptation justement psychédélique d'une messe qui est écrite par David Axelrod. Mais il y a un petit problème, c'est qu'en fait il est tellement habitué à enregistrer, David Axelrod, puisque c'est un arrangeur, un producteur, mais un musicien également, dans des studios, que il se rend compte que les mecs ils sont pas capables de jouer tout ce qu'il a écrit parce qu'ils savent pas lire correctement des partitions. Et oui, et voilà l'arnaque, c'est que du coup en fait il se trouve que Electric Prunes est bien utilisé comme nom pour l'album, mais en fait c'est essentiellement des musiciens de studio qui vont jouer ça, qui vont jouer toutes les partitions. Alors bien sûr quand même on a le chant du chanteur, mais il se trouve que c'est que le bassiste finalement et le batteur, donc c'est-à-dire Mark Tullin à la basse et Mike Weekly à la batterie. Ce sont les deux seuls musiciens du groupe Electric Prunes en fait à poser leurs instruments sur ces deux enregistrements, celui dont je viens de vous parler, Mass in F minor, qui est un autre album, et l'album dont est ici le morceau que vous venez d'écouter, qui vont un petit peu ensemble. Donc voilà, c'est des musiciens de studio qui jouent, et parce que pour la petite histoire, en effet, ces bons vieux mecs des Electric Prunes qui venaient de la scène garage, ils savaient pas lire correctement des partitions. Bon, j'ai beaucoup trop parlé, on va rester dans le psychédélisme, et on est toujours sur Radio Laser, je vous le rappelle, et on est toujours sur Phase B pour la partie 2 de l'émission liée, qui se consacre uniquement aux musiques instrumentales. Et je vous ai parlé des messes de David Axelrod. Cette fois, allons voir les signes du Zodiac avec The Zodiac et le morceau Cancer. Puisque je suis Cancer, j'ai mis cette chanson-là. Cancer de Moonchild du groupe The Zodiac, c'est Radio Laser, c'est Phase B. C'est un petit peu barré, mais bon, ça fait plaisir. On est lundi, on se détend. On peut prendre quelque chose qui nous envoie un petit peu en l'air. Et c'est parti avec The Zodiac.
The tide turns twice, then turns again. Cancer's moon children watch from houses with all their windows opened wide, wanting to be touched by everything. Endless naked moonlight swims in the green sensational sea. Throbbing with the wave beat. Laughing the lunar laugh. Sobbing in the dark when the moon shrinks. Pearl is white, onyx black. Both are smooth, and in Cancer's feeling hands, they come alive. Et oui, je sais, vous allez me dire, mais il a encore triché, il y a eu des voix, mais attendez, c'est bon, c'était du spoken word, là on n'avait aucun chant. Tout est au service de la musique, ici, bien sûr, quelle mauvaise foi j'ai. Ben oui, désolé, mais je voulais vous mettre du Mort Garson, qu'on avait déjà mis avec Plantasia, peut-être dans cette émission. Mais il a fait un disque, en tout cas avec un groupe, du coup, qui est pas sous le nom de Mort Garson, puisque la musique a été écrite par Mort Garson, donc j'ai encore un petit peu triché là. The Zodiac Cosmic Sounds, qui est un album de 1967, donc vous avez entendu, c'est encore une fois dans la continuité des messes psychédéliques. Le synthétiseur Moog est déjà utilisé en 1967, vraiment Mort Garson, c'est un des premiers à avoir vraiment démocratisé cet instrument. Donc qu'est-ce que c'est le concept de cet album ? Je vous ai dit que le morceau que je venais de vous faire écouter, il s'appelait Cancer de Moonchild, donc The Zodiac tout simplement. Tous les titres de l'album, c'est un signe astrologique, voilà, tout bêtement. Donc avec du spoken word un petit peu barré, et ensuite défilent différentes ambiances qui sont liées à chaque signe. Et c'est un album très intéressant, franchement, qui est un petit peu barré et psychédélique, mais qui est très intéressant puisqu'il représente vraiment bien cette fameuse année de 1976 qui est l'année du Summer of Love. Et donc on est vraiment dans des trucs ésotériques, mystiques. Voilà, Mort Garson se lâche sur les claviers Moog, mais vous avez entendu aussi, il y a de la guitare fuzz, voilà. Tout y est, c'est le début des Doors, c'est sur Elektra. Donc voilà, c'est vraiment très cohérent avec l'époque. Voilà pour ce petit morceau.
de The Zodiac Cosmic Sounds, qui était donc un album de 1967. On est toujours sur Radio Laser et je parle beaucoup trop avec ma voix enrhumée et mon nez qui coule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester un petit peu dans le rock et on va s'écouter une chanson très très courte d'un groupe qui il me semble, et c'est un affront, qui n'a jamais eu de place dans Phase B, alors que c'est un groupe que nous adorons ici avec Julien. C'est Sonic Youth. Et oui, Sonic Youth, mais cette fois une instru complètement. Voilà, normalement il n'y a pas de voix sur celle-là, il me semble pas, j'ai pas le souvenir d'eux, qui est tiré du mythique album Goo. On va en parler un tout petit peu après. Et donc, c'est le morceau Mildred Pierce de Sonic Youth, qui a notamment été clippé et par Sofia Coppola, dans laquelle on la voit à ses tout débuts. Et on la voit également dans ce clip. C'est parti pour Sonic Youth, Mildred Pierce. Ça va un petit peu décoiffer. Les oreilles étaient déjà un petit peu habituées au son électrique. Et là, on va monter d'un cran. Ça va se déboucher un petit peu. C'est parti pour Sonic Youth. Moins les malins. Et oui, on fait moins les malins avec Sonic Youth qui nous crie dans les oreilles pour terminer. Est-ce qu'on pourrait considérer que ce cri n'est pas un instrument pour que je puisse retomber sur mes pieds, puisque ce cri est vraiment utilisé comme un instrument ici, voilà, qui casse les oreilles, c'est bruitiste, c'est noise, hein, voilà, c'est comme si c'était une grosse guitare saturée. Mais c'est pas vraiment une voix ou un chant, hein, vous êtes d'accord avec moi. Donc c'était, on va dire, la seule instru, on va dire, de l'album Goo de Sonic Youth, qui est donc, je vous le rappelle, un album mythique de 1990, qui est le fameux basculement de Sonic Youth chez Geffen, et oui, chez une major, et ça leur a été beaucoup reproché, les pauvres, genre ouais, vous passez chez une major, hein, vous vendez vos fesses. Eh bien bon, bah écoutez, c'était un point de vue. En tout cas, il se trouve que Goo est un super album et que Sonic Youth a continué à produire des super albums dans les années 90 sans jamais, honnêtement, trahir ses ambitions artistiques, rester dans le noise, dans l'expérimental. Voilà, et pour cette raison, respectons Sonic Youth, hein, voilà, même si après en effet Sister et donc Daydream Nation, ils sont passés
chez une major. Mais bon, ça a été aussi le cas de Nirvana, et c'est, je rappelle quand même, Sonic Youth qui a fait signer Nirvana chez Geffen, et qui du coup a sorti Nevermind. Et donc Kurt Cobain a toujours remercié, et a toujours dit d'ailleurs que Sonic Youth était une de ses principales influences. Kurt, si tu nous entends. Et donc voilà, album de 1990, et dont est extrait cette chanson qui est quasi instrumentale, on est d'accord. Mildred Pierce, qui faisait donc 2 minutes 13 seulement. Et Goo, il a quoi comme particularité, à part que c'est le début de Sonic Youth sur Geffen. Il y a quand même une petite particularité, puisqu'il y a le morceau Cool Thing qui a été un de leurs singles avec Chuck D, le rappeur de Public Enemy. Donc c'est quand même notoire, hein, parce que on était quand même dans des époques, les années 80 ou 90, on avait souvent, à tort, totalement à tort, on avait souvent le réflexe d'opposer le rock et le rap, alors qu'ils ont été des compagnons pour s'émanciper, en l'occurrence là pas des majors, hein, mais pour s'émanciper de la business music, et créer leur propre son, que ce soit pour le rap ou le rock ou le punk bien sûr. Donc Chuck D est venu prêter main forte, puisque pour la petite histoire, ils enregistraient dans le studio juste à côté à New York, hein. Et puis ils s'appréciaient, et ils se sont dit allez Chuck D, viens poser un petit peu, c'est plutôt un spoken words d'ailleurs que du rap, sur la chanson Cool Things. Voilà pour ce petit aparté bruitiste au milieu de notre émission Phase B, qui est lié, pourquoi je dis lié, qui est consacré aux instrus et aux musiques instrumentales, même si on va dire qu'un cri c'est un instrument, la voix est aussi un instrument, allons-y. Donc voilà, et on va changer complètement d'univers là. On va complètement changer d'univers, puisque on va aller au Brésil. Et oui, on va aller au Brésil, puisque moi, c'est une scène musicale que j'aime énormément. Et il y a un groupe qui est très important dans la musique brésilienne, qui, bien, je le rappelle, est un pays où les musiciens ont toujours une formation très solide, puisqu'ils apprennent dans la rue, c'est une tradition. La musique est une vraie tradition vivante qui vit encore dans les rues, hein, voilà, avec notamment la samba bien sûr, la bossa, etc. Mais dans les années 70, il y a énormément de groupes brésiliens qui ont été aussi influencés par les musiques afro-américaines, par le psychédélisme, donc surtout de la côte ouest, et ça a donné des superbes mélanges. Et il y a notamment un groupe qui est un petit peu disco-funk, psyché, difficilement classable, qui s'appelle Banda Black Rio, et que je ne vous ai pas encore fait écouter sur Phase B, étonnamment. Peut-être que c'est un secret qui est trop bien gardé, mais allez, là je vais vous mettre un morceau. Alors je vais pas être très original, j'aurais pu choisir un autre morceau, mais celui-là est totalement irrésistible. C'est le morceau Casa Forte, et pour la petite histoire, Casa Forte a été samplé dans le rap un tout petit peu après, dans les années plutôt les années 2000, hein, puisque c'est le rappeur Mos Def, qui est bien sûr un rappeur très cher à mon cœur, qui aura samplé ce morceau Casa Forte. Donc c'est Banda Black Rio. Nous sommes en 1977, le disco est là, et vous allez voir, ça s'entend un peu, mais le groove est aussi là, et les musiciens et leurs cuivres sont encore plus là. C'est Radio Laser, c'est Phase B, c'est une instru Casa Forte.
Et voilà pour ce groove absolument imparable, de Banda Black Rio, qui est donc un groupe brésilien de funk, samba, jazz, originaire de Rio de Janeiro. Et ce groupe a été formé en 1976 et cet album date de 1977 et il me semble que c'est leur premier. On vient d'écouter la chanson Casa Forte, donc qui a été par la suite samplée par Mos Def. C'est vrai que tout à l'heure je vous avais parlé de David Axelrod qui avait été aussi samplé par Dr. Dre. Et oui, la musique des années 60 et 70 a été pillée de bonne manière, bien sûr, parfois par le rap. Et puisque c'est une musique qui est hautement qualitative, donc que vous dire d'autre à part que voilà cet album donc Maria Fumaka qui date de 1977 comme je vous l'ai dit, je crois qu'il est considéré oui voilà, le Rolling Stone Magazine peut-être a dit ça aussi, voilà, il est vraiment considéré comme un des albums les plus importants de la musique brésilienne, dans le sens où vous venez de l'entendre, il mélange énormément d'influences, voilà, samba, funk, jazz, un peu disco, hein, là vous avez entendu la basse, donc la qualité des musiciens, les breaks, les changements de rythme, c'est absolument incroyable. Allez écouter cet album Banda Black Rio. Alors comme on a fait un petit virage là ici qui nous a parlé un petit peu de hip-hop, et ben on va continuer. Et alors là bon, moi il y a rien de nouveau sous le soleil, hein. J'étais obligé sur la musique instrumentale de vous passer un morceau de J Dilla. Voilà, alors là je suis désolé mais rien d'originaux, mais en même temps bah des fois il faut connaître ses fondamentaux. Donc je vais vous mettre un morceau de J Dilla, donc artiste qu'on adore avec Julien sur Phase B et que on met parfois on met parfois aussi en soirée, hein, on va se faire plaisir avec ce morceau. Alors moi j'adore les morceaux d'ouverture, vous le savez peut-être, donc je vais vous mettre le morceau Working on It. Je ne vous mets que des morceaux courts ce soir, hein, pour qu'on laisse une large place à la musique. On va vous parler un petit peu après, bien sûr, de J Dilla, de son œuvre et de son héritage gigantesque. On est sur Radio Laser, on est toujours sur Phase B. J'espère que vous passez un moment agréable en notre compagnie. C'est parti pour J Dilla. Partons à Détroit, dans le souterrain et dans la cave du fameux J Dilla, avec le morceau Working on It. On y va, attention, on accélère. C'est parti. Play me
c'est tellement au-dessus du panier. Voilà, je suis désolé, mais j'ai pas résisté. L'enchaînement, en fait, tout s'enchaîne dans ce morceau puisque c'était l'ouverture Working on It qui fait l'ouverture de l'album mythique Donuts. Et qui en fait s'enchaîne avec Waves, hein. Tous les morceaux s'enchaînent, donc là on vient de s'écouter Working on It et Waves, et ça continue avec Light It, dans lequel bien sûr il y a Light dedans. Monsieur J Dilla se permet et le fait avec brio de sampler la voix de Light My Fire de Monsieur Jim Morrison. Donc c'est vous dire aussi l'éclectisme du mec. Donc je vous présente James DeWitt Yancey, son blaze J Dilla, qui est le représentant du rap façon Détroit. Alors, musicalement, bien sûr, puisqu'il y a un monsieur qui s'appelle Eminem également quand même, mais en termes de production, c'est lui le GOAT, c'est J Dilla, donc producteur de Détroit, compositeur, DJ. Alors il rappait aussi quand même, hein, sur certains de ses morceaux, et certains projets notamment qu'il a fait avec Madlib. Puisqu'ils étaient amis, et puis ils avaient quand même pas mal de points communs en termes de beatmaking et de production. Que vous dire sur Donuts, alors que à part que c'est un album absolument mythique et qu'il faut écouter, que J Dilla a produit les plus grands morceaux des Pharcyde, qu'il a produit du Tribe Called Quest et qu'il a travaillé avec Q-Tip, du De La Soul, du Busta Rhymes, écoutez, et bien sûr, il y a cette rencontre absolument mythique et indispensable pour la musique urbaine et afro-américaine, la rencontre avec Common, collègue rappeur de Chicago, et ils vont former ensemble les Soulquarians, mouvement et collectif que j'adore, dans lequel il y a les Roots, dans lequel il y a Talib Kweli, il y a Mos Def, il y a Erykah Badu, bien sûr, que des musiciens extraordinaires, dans la continuité de la Native Tongue, de la soul, de Tribe Called Quest, des Jungle Brothers, voilà, cette tradition rap que j'aime beaucoup. Et donc J Dilla, il se retrouve là-dedans et il produit par exemple Like Water for Chocolate, album mythique de Common, quelques productions de Talib Kweli également sur Quality, voilà, bon bref. Une œuvre gigantesque, et surtout il était extrêmement copié. On l'appelle un petit peu comme le Madlib dit de lui que c'est un petit peu le Coltrane du hip-hop, dans le sens où il a expérimenté beaucoup, il a fait un petit peu tout avant tout le monde. Il a cette manière en fait de poser le rythme et son beat juste un petit peu derrière le temps, un petit peu en retrait. Puisque qu'est-ce qu'il avait comme particularité de J Dilla ? Il n'utilisait pas la fonction quantize. La fonction quantize, hein, c'est une fonction qui permet un petit peu de lisser les productions rap, puisque en fait on se cale toujours sur le rythme. En fait, on va utiliser le quantize. Et lui, en fait, tous ces pads sur lesquels il appuyait sur ses machines, eh bien, il appuyait dessus sans utiliser la fonction quantize. Donc, ça faisait quelque chose de très naturel. Et c'est la raison pour laquelle même Questlove, le batteur des Roots, qui était un batteur absolument je sais pas, qui était mieux qu'un métronome, puisqu'il reproduisait, son objectif c'est de reproduire le son de la batterie rap, mais avec une instru, quoi, pas de logiciel. Et bah Questlove disait de J Dilla que c'était le meilleur batteur des années 90, donc même il se mettait même lui derrière J Dilla, puisqu'en effet il appuyait sur ses pads. Et ça donne cette impression que J Dilla est toujours un petit peu derrière le temps. Et en effet, de quelque chose de très naturel, de très groove. Il voulait garder ça. Donc, pas de fonction quantize. Hein. Et donc, je sais pas, Pitch Rock, Madlib, High-Tech, Kanye West, doivent beaucoup à J Dilla, et ils l'ont dit. Voilà pour la partie rap, hein, je crois et ça va être le moment de bientôt se quitter. Est-ce qu'on aura le temps d'écouter 2 morceaux? Je ne sais pas.
Eh bien si, oui, non, je viens de checker et ce sera le dernier morceau puisque je vous ai choisi un morceau très long pour terminer. Donc écoutez, ce sera la fin de cette émission partie 2 qui n'a été consacrée que aux morceaux instrumentaux. Donc mis à part quelques petites voix par-ci par-là mais qui étaient utilisées comme des instruments. On était sur Radio Laser, on est encore sur Radio Laser et vous allez peut-être ensuite rester sur Radio Laser. En tout cas, ce morceau-là, il faut l'écouter jusqu'au bout, vous allez voir, c'est Kamasi Washington. Voilà, on va vous passer un petit peu de jazz pour terminer, mais attention, c'est du jazz spirituel, c'est un petit peu la figure de proue, alors un petit peu moins là, mais on va dire sur les années 2010, 2020, c'est plutôt la scène anglaise, on pourra en reparler dans d'autres émissions, car un peu repris le flambeau de ce merveilleux courant qui est le jazz spiritual dans le jazz. Mais là, on va vous parler de Kamasi Washington. Kamasi Washington, musicien de Los Angeles, qui est connu notamment pour avoir travaillé avec Kendrick Lamar sur le morceau All Right, qui a fait toutes les arrangements de cuivre sur l'album mythique To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar. Mais donc Kamasi Washington est un musicien de jazz qui a sorti un album gigantesque en 2015 qui s'appelle The Epic. Voilà, qui est un triple album quand même, s'il vous plaît, et avec vraiment un renouveau du Black Power, avec des voix comme ça scandées qui pourraient ressembler à des messes, une sorte de chorale qui mélangerait d'ailleurs un petit peu le psychédélisme avec le jazz, le spiritual, et cet album est gigantesque, vraiment, allez l'écouter, The Epic, si on doit en écouter un. Alors, on peut commencer par Harmony of Difference, qui est un album plus court, avec des chansons plus courtes en 2017, qui est magnifique, qui est un simple album, voilà, qui peut-être pourra vous mettre dans l'univers de Kamasi Washington, mais ensuite, il a fait donc The Epic en 2015, triple album, voilà, avec des morceaux tous plus longs les uns que les autres, avec par exemple The Magnificent Seven, qui est un classique, donc Kamasi Washington, donc saxophoniste ultra doué, inspiré par Sun Ra, inspiré par Coltrane bien sûr. Vraiment c'est un descendant, un digne descendant de cette merveilleuse scène, Archichep, etc. Et il a fait, je ne sais pas si on pourrait dire une reprise, une adaptation, et je fais un petit clin d'œil à mes amis d'enfance avec qui je partage la passion de la musique. Il a fait une version de Clair de Lune de Debussy. Et vous allez voir, il y a un thème jazz qui est un petit peu douteux, qu'on pourrait même qualifier de sirupeux. Peut-être on se dit non mais c'est quoi là, qu'est-ce qu'il a fait bien sûr, le thème de Clair de Lune est vraiment très très bien utilisé, c'est splendide. Mais quand on retombe sur le thème, ça fait avec le trombone, ça peut faire un peu poète-poète. Alors moi ça me gêne pas, je me suis fait beaucoup chambrer sur mon amour de ce titre. Mais écoutez, ça se trouve vous n'allez pas aimer, mais voilà. On va voir, et ce morceau fait 11 minutes, donc eh bien, ce sera bien le dernier, on va même dépasser un tout petit peu l'heure. On se quitte, c'était Phase B, et on est toujours sur Radio Laser. J'espère que vous avez passé une bonne heure en ma compagnie, et la prochaine, je retrouve Julien, et ça se trouve même d'autres collègues, pour une émission collective, dont on vous dira le thème, mais... le jour J, mais là on se quitte sur Clair de Lune de Debussy, mais arrangé, réarrangé par le grand Kamasi Washington. C'est parti et je vous dis à la prochaine. C'était Phase B, on est sur Radio Laser et je vous souhaite une bonne fin de soirée.